Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique. Vous écoutez Pierre Nantel. Il y a plein de monde devant la caméra parce qu'on va en parler avec Jaël Bégarin. Bonjour, Mme Bégarin. Et avec M. Leroux de la Maison du Père. On s'est dit que c'était une bonne idée de parler de ça aujourd'hui, donc compte tenu de ce grand stress qu'on a beaucoup vécu. Le week-end dernier, il y a un homme qui est décédé à la place Valois du côté d'Hochelaga-Maisonneuve. On voit bien les initiatives présentées par la Ville, entre autres, pour faire des haltes chaleur. Mais on s'est dit, quoi d'autre de parler avec des spécialistes de la question. Alors, Mme Bégarin, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, M. Leroux. Merci aussi. Tout d'abord, pour des gens qui gagnent leur vie à l'année à discuter de ces enjeux-là, à prioriser, à faire ce choix de vie de s'occuper des gens qui sont dans la misère, quelle est votre lecture de la situation actuelle à Montréal? Je vous dirais, nous, ce qu'on voit, je suis à la Maison du Père depuis 2018 et puis la Maison du Père existe depuis 55 ans. Donc, on est là depuis un petit bout. Et ce qui ressort, c'est un peu on arrive dans une situation où finalement, faute d'avoir mis en place un plan stratégique clair qu'on aurait mis il y a 10 ans, on se retrouve à devoir trop souvent agir en urgence, à devoir monter des projets à 1 mois d'intervalle, à vraiment réagir plus que d'agir. C'est un peu notre lecture à la Maison du Père et c'est pour ça que depuis, André confirme, mais depuis 2018, on s'est donné un peu cette mission-là aussi de revoir un peu notre structure et de nous bâtir un vrai continuum qui va agir tant à la prévention de la perte de logement que dans une diversité d'hébergements, que ce soit du transitoire ou du long terme. C'est vraiment la lecture qu'on peut faire aujourd'hui. André Leroux, Mme Bégarin référait à vous parce que, à mes yeux, la Maison du Père, c'est certainement un des endroits les plus établis depuis Belle-Lurette quand même. Là, vous êtes sur Berry, près de René-Lévesque. Donc, c'est une organisation, on n'est pas dans l'improvisation, on n'est pas que dans l'urgence. Vous êtes là sur une mission à long terme. Avez-vous la même lecture que Mme Bégarin sur cette espèce de non-volonté d'enfin agir en amont plutôt que de gérer les urgences? C'est souvent ça aussi. Dans mon cas, à moi, en tant que coordonnateur d'insertion maintien en logement, souvent avec la prévention, on est obligé d'agir rapidement parce qu'il arrive une situation X. Puis dans ce cas-là, c'est effectivement la même lecture. Beaucoup trop de monde et beaucoup trop de personnes qui ont juste pas d'affaires dans la rue non plus en ce moment. Est-ce que les politiciens sont pas censés, en tout cas, répondre aux besoins? Bien sûr, il faut qu'ils se fassent élire. Alors, ils peuvent parler de paquets de trucs qui sont plus tentants pour les gens. Ah, j'aimerais ça que ma société ressemble à telle ou telle chose, que ce soit de l'argent ou de l'équité sociale. Et les partis politiques offrent des propositions politiques. Une fois au pouvoir, est-ce qu'on ne devrait pas aussi se préoccuper de choses que les gens, même si c'est pas la première affaire qu'ils mettent sur leur liste de Noël, d'avoir moins de monde dans la rue, c'est quand même une priorité citoyenne pour tout le monde? Oui. Est-ce que le gouvernement, par exemple, on en parle souvent, M. Carman est souvent en première ligne, personne ne doute de sa bonne foi. Est-ce qu'on peut douter de son efficacité ici? Dans la mesure où il faudrait qu'on parle de 10 ans en arrière, je pense pas que le mettre juste sur M. Carman. Bon vous avez raison, puisqu'on veut parler à long terme et non pas dans l'urgence. Exactement. On veut plus parler dans l'urgence et c'est un petit peu ça. Quand on constate qu'il y a un manque quelque part, on le constate. On ne le voit pas venir. Et ça, pour moi, c'est un problème fondamental. Et quel serait le geste, le premier geste à poser, j'imagine, c'est de savoir combien de gens sont dans cette détresse? Exact. Un état des lieux. Un état des lieux clair pour comprendre combien de gens sont dans cette détresse. Je vais vous donner un exemple bien simple. C'est quand on a parti notre service de prévention. Là, cette année, on a constaté qu'on aurait besoin d'agir sur les revenus. Donc, on a créé une banque d'aide au loyer. En créant une banque d'aide au loyer, ça nous donne le portrait des personnes qui sont à 2 pas de se retrouver en itinérance. Donc, de savoir comment agir pour leur éviter cet épisode d'itinérance. Et ça vient tout de suite agir sur nos chiffres de nouvelles personnes dans nos hébergements d'urgence, dans notre hébergement d'urgence. C'est sûr. Parce qu'on est parti avec un constat où on était à 70 nouveaux visages par mois dans notre hébergement d'urgence. C'est beaucoup de monde, ça. C'est énorme. Mme Bégarin, je pense que les gens qui nous écoutent doivent se dire, OK, elle vient d'évoquer qu'elle va
contacter les gens pour voir, pour sonder la vulnérabilité financière des gens. Alors, là, il faut que vous nous expliquiez comment ça fonctionne. Qui réfère des gens chez vous? Qui sont ces gens que vous allez contacter? Ils sont entrés en contact avec vous? Comment? C'est sûr que, comme vous l'avez dit, la Maison du Père est là depuis belle lurette. Fait que le bouche à oreille fonctionne très bien. En prévention, qui nous réfère, ça va être sur notre site Internet, on a un accès pro. Donc, les personnes eux-mêmes, ils tapent sur Google d'aide de loyer, ils tombent sur banque d'aide au loyer à la Maison du Père. OK. Fait qu'ils font leur demande directement sur accès pro. Des professionnels du réseau public, c'est la majeure de nos références, viennent du réseau public, OK. des communautaires. Et donc, par exemple, si on parlait par exemple, de soutien alimentaire, bien, on comprendrait que les gens vont entrer en contact avec un organisme où il y a une myriade de services, mais la porte d'entrée, c'est le panier, l'aide alimentaire hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. Ici, donc, votre porte d'entrée, c'est l'aide au loyer? Bien, notre porte d'entrée en prévention, c'est le premier prétexte. Parce que le souci de dette de loyer, on ne dort pas là quand on ne sait pas si on va payer son loyer le mois prochain. Tout à fait. Puis on avait vu un beau témoignage là-dessus d'une personne qui a bénéficié justement. Et il ne dormait pas, c'était l'anxiété au tapis. Puis en matière d'urgence, notre plus grande porte est l'hébergement d'urgence. D'accord. Je comprends bien. Monsieur Leroux? Aussi, ce que je peux rajouter, par contre, on parlait tantôt, beaucoup trop de monde dans la rue, mais tu sais, on en parlera jamais assez. Ça prend des logements abordables. Le logement abordable, c'est ça mon rôle, en fait. Moi, les gens qui s'en viennent en logement, ben mon rôle, c'est vraiment de les encadrer, de les accompagner, parce qu'on sait très bien que amener quelqu'un dans un logement que ça fait tant d'années qu'il est dans la rue, ça peut devenir une catastrophe. Mais M. Leroux, c'est tout à fait pertinent. Puis ça, c'est l'urgence dont on entend parler régulièrement au niveau des nouvelles, c'est-à-dire qu'il manque de logements sociaux. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes entré en contact avec la Maison du Père, précisément, entre autres, parce que vous n'arriviez plus à payer votre loyer? Est-ce que c'était ça, votre porte d'entrée avec la Maison du Père? Moi-même, là? Oui. Alors, moi, je suis rentré, ça fait plusieurs années, comme un participant de la Maison du Père. Ça fait plus de 20 ans. Alors, c'est ce qui m'a amené à la Maison du Père comme un client, si je peux dire. C'est ça. Puis est-ce que vous viviez ce stress financier? C'était tout ça qui était votre... Stress financier, stress de tous les jours, comme les hommes qu'on côtoie chaque jour. Parce que vous êtes intervenant aujourd'hui auprès de cette clientèle-là. Oui, ça fait très longtemps, là. C'est fantastique. Puis immédiatement, quand je vois votre parcours, je pense à Annie Archambault qu'on a vu récemment, entre autres à Tout le monde en parle, mentionner avec tellement de verve à quel point on est à côté de la plaque au niveau de la prévention. Vous parlez de logement social. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ça? Bien évidemment, on sait que le gouvernement fédéral, puis le gouvernement provincial, le gouvernement de Québec et Ottawa doivent s'entendre sur les sommes et après ça, octroyer ces sommes-là aux villes. Aujourd'hui, là, maintenant, d'après vous, il faudrait quoi? Il nous faudrait 2000 logements sociaux à Montréal? Ben, si on a 2000, on n'aura pas de trop, là. Ah ouais? Mais tu sais, si on aurait, moi je dirais, je serais plus humble, là, si on aurait 1000 logements accessibles rapidement, là, ben c'est sûr qu'ils vont être occupés en pas grand temps. Parce qu'aussi, beaucoup d'hommes qui sont déjà prêts à s'en aller en logement. Mais faute de logement, fait que les gens, ils restent dans nos ressources ou on les réfère ailleurs, dans d'autres ressources. Mais ça serait vraiment une belle victoire, là. Puis peut-être... Parce que parfois, on met l'accent sur le logement, mais ce qui maintient, il ne faut pas oublier de maintenir les personnes en logement. Nous, on a 2 gros axes, la prévention et s'en aller, le placement en logement. Mais une fois que la personne est en logement, et c'est pour ça aussi que l'équipe d'André est si importante, c'est qu'il faut maintenir la personne en logement. 4 murs, ça ne suffit pas pour sortir de la détresse. L'adresse... Avoir une adresse civique, c'est un endroit où on peut être rejoint, recevoir des services, mais ça ne règle pas tout, évidemment. C'est juste la base. En fait, de fournir une adresse à quelqu'un, c'est la base. Puis après ça, ben tout le travail, tu sais, je dis toujours, c'est facile d'amener quelqu'un en logement, mais de le garder stable en logement, c'est là que la partie, elle commence, le défi. Est-ce que c'est vrai que, puis je vous pose la question très candidement, est-ce que c'est vrai que ça commence par une adresse, donc même à la limite, faute de logement social, au moins avoir une boîte postale, une adresse, par exemple, à la Maison du Père ou ailleurs, est-ce que c'est même simplement une adresse pour recevoir son chèque d'assistance sociale? Minimalement. C'est minimalement une adresse, que ce soit dans nos services ou, exemple, le sac à dos, l'organisme sac à dos qui fournit des casiers postales. Minimalement, on commence par ça.
Je pense que vous avez évoqué, Mme Bégarin, que André Leroux a un témoignage particulier à faire. Vous l'avez vécu, ça. N'importe qui peut se retrouver. Puis on l'évoque souvent, on le dit, ça peut arriver à tout le monde. Mais je me rappelle, beaucoup de gens nous ont dit ça récemment. Il ne faut pas voir cette situation-là comme une situation qui ne pourrait pas nous toucher. Tout le monde dans sa famille peut le vivre. À toutes les semaines, il y a quelqu'un un homme qui arrive à la maison du père avec ses sacs verts. Tous les semaines, là. Puis la personne n'a même pas de problème de consommation de santé mentale. Encore. C'est j'ai perdu mon logement, je me suis séparé, j'ai vécu un décès. Quand tu arrives à la maison du père à 30, 40, 50, 60 ans, tu peux plus appeler ton entourage. Tu sais, les gens sont tous placés. Là, tu tournes en rond. Puis, à un moment donné, ben l'humilité, puis j'ai pas le choix, je vais cogner à la porte de la maison du père, puis ça commence, là, tu sais, jour 1. Puis, je dis toujours que les trois premiers mois, c'est les mois les plus cruciaux. Quand quelqu'un a déjà connu le logement rapidement, ben, les 3 premiers mois, ben c'est là qu'on va essayer le plus possible qu'il ne reste pas trop longtemps dans la boucle. C'est ça. Il est là aussi la façon d'accueillir André, qui, par exemple, il y a 20 ans, a utilisé les services de la Maison du Père, a utilisé, à l'époque, ce qu'on appelait le refuge, puisque nous, on n'a plus de refuge, on est plutôt un centre de référencement, qui est une grosse différence. Donc, vous ne gérez pas un parc de logements en soi. Mais dans le fond, dans nos services, oui, on a les logements à même le siège social, on a une RPA, donc on a des logements. On a sur le siège plus de 150 unités. Là. Place. Oui, place. Mais ce n'est pas un refuge d'urgence. C'est pas comme la mission Bon Accueil. Oui, mais on a quand même des lits d'un soir. Okay. On a des gens qui arrivent à tous les soirs puis qui sont pas encore décidés. Est-ce que je veux faire quelque chose? Fait qu'on offre quand même le service d'hébergement. Okay. C'est un hébergement d'urgence qui pour nous maintenant est un centre de référencement où on maximise les démarches de référencement. Fait qu'il y a des personnes qui peuvent rester 4 mois. Elles n'ont pas à se soucier où elles vont dormir, où elles vont manger, où elles vont se laver. Pendant 4 mois, on focus sur les démarches pour sortir de l'itinérance. Cette situation. C'est là la grosse différence. Parce qu'à l'époque du refuge, on parlait de quand même 200 personnes qui pouvaient être dans un même lieu. À 200 personnes, on ne peut pas faire le même travail de référencement. Impossible. On gère l'hygiène personnelle, on gère la nourriture, besoin le sommeil. De base. C'est ça, exactement. Exact. Donc, c'est un changement. Et André a connu justement l'époque refuge. Et ce qui est intéressant avec son parcours, c'est cet espoir-là qu'il donne aussi. C'est qu'après 20 ans, aujourd'hui, c'est un coordonnateur en insertion, maintien en logement. C'est tout un parcours qui... La différence d'il y a 20 ans, c'est qu'il y a 20 ans, exemple, un monsieur peut arriver tous les jours pendant 15 ans, puis on ne demandera même pas son nom parce qu'il ne dérange pas. Aujourd'hui, tout le monde, tous les gens sont rencontrés. On va faire, s'il le désire, on va faire un plan d'action, on va vraiment s'assurer. Est-ce qu'à l'époque où vous avez utilisé la Maison du Père, vous avez utilisé le mot mal choisi, où vous avez bénéficié des services offerts à la Maison du Père, est-ce qu'il y avait déjà des intervenants qui avaient le même vécu de terrain que vous? Quand je suis arrivé, moi, le jour 1, il y en avait un. Ça a fait une grosse différence. On l'a dit, il me l'a dit tout de suite, puis c'est là que j'ai commencé à croire que, OK, je suis à la bonne place. Donc, démontrer par l'exemple qu'on peut s'en sortir, puis avec le courage, puis l'affection, la tendresse des gens autour, ça se peut. Ça fait toute la différence. C'est tout un message juste avant les fêtes comme ça. Dites-moi, qu'est-ce que les gens peuvent faire s'ils trouvent, ils entendent ce que vous dites. Ils se disent, il faudrait soutenir cet organisme-là. On peut normalement compter sur nos impôts et notre classe politique pour soutenir, mais est-ce qu'il y a aussi possibilité de faire des dons sur le site? Il y a des gens qui ressentent une grande satisfaction à faire un don. On peut le faire? Oui, complètement. Vous pouvez faire un don et puis sur votre site, justement, on vient de déposer notre rapport d'impact. Fait que ça va permettre de se dire, OK, qu'est-ce que je veux soutenir? Parce que parfois, le donateur, il est attaché plus à un service ou à une approche qu'une autre. Fait qu'avoir accès au rapport d'impact qui est sur le site, ça va permettre à monsieur, madame, tout le monde de comprendre ce qu'on fait et de décider qu'est-ce qu'il a le goût de soutenir. Parce qu'il y en a qui, par exemple, avec notre banque d'aide au loyer, c'est la première au Québec. Et ça parle à monsieur, madame. Il dit, oui, parce que je connais quelqu'un qui, a eu une dette de loyer, qui a failli perdre son logement. Fait que si je peux aider un ménage à pas perdre son logement grâce à votre banque d'aide de loyer, je veux mettre mes sous là.
Vous avez dit ménage. C'est intéressant parce que naturellement, j'imaginais une personne qui vit seule, qui va aller chercher ça. C'est pas le cas du tout. Oh non, dans notre service de prévention, on a eu des familles qui se sont présentées avec des enfants en bas âge, là, à la porte de Maison du Père ça faisait 1 an que le service de prévention existait. Ben, Madame Bégarin, Monsieur Leroux, merci beaucoup d'être venu. Ben, merci. Belle histoire de Noël, d'ailleurs, honnêtement. Bon, il faut avoir le cœur à la bonne place, particulièrement à cette période de l'année. Mais c'est surtout qu'on veut que nos politiciens et nos politiciennes entendent le message, entendent cette solidarité. On peut manifester, entre autres, en écrivant à votre site Internet, en faisant un don. Merci beaucoup, Madame Bégarin, Monsieur Leroux. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes à vous.